c'est une lutte sociale qui a permis d'imposer la mécanisation des accès. Aujourd'hui dans Métropolitique, les éléphants blancs. Je serai accompagné par Michel, ingénieur dans le domaine des transports avec plus de 40 années d'expérience. Pourquoi rouler à 400 km/h pour franchir 30 km ? On a là le paradigme de l'anti-transport en commun de masse. L'innovation est-elle toujours un progrès ? Véritable passionné et expert du transport ferroviaire, il a transmis ses connaissances à l'University College of London, à l'École des Ponts et désormais dans Métropolitique. Alors Michel, pourquoi ce titre énigmatique ? Eh bien, il a pour origine ma difficulté à classer des informations concernant des systèmes de transport différents, originaux, intrigants, et qui se revendiquent tous d'être novateurs et sont censés renvoyer au rayon des objets inutiles tout ce que l'on connaît, et qui pourtant fonctionnent. C'est ainsi qu'est né le répertoire éléphant blanc dans mon disque dur que j'alimente depuis 40 ans et dont vous allez profiter aujourd'hui. Alors au passage, notons qu'un éléphant blanc se caractérise par sa rareté, pourquoi pas par sa beauté, mais que peu en ont vu, et mieux, peu en ont vu fonctionner. Afin de ne pas être dans le dénigrement systématique, notons que certaines de ces inventions ou innovations fonctionnent et offrent un service. Ce n'est donc pas sous le seul angle technique que j'éclairerai ces éléphants blancs. Finalement, analyser de manière critique et constructive ces innovations, c'est une fois de plus revenir à la définition d'un mode de transport complété, cette fois, par une dimension d'efficacité économique, ou mieux encore, une dimension socio-économique. Pouvez-vous nous rappeler, avant d'aller plus loin, les 4 piliers de la définition d'un mode ? Tout à fait. On observera l'infrastructure. Est-ce que ça va circuler en tunnel, en viaduc, en surface, sur l'eau ? Ça, j'en ai vu aussi, oui. Ensuite, on va parler du mobile, c'est-à-dire le train, que je n'ose plus appeler du matériel roulant parce qu'il y en a qui ne roulent pas, on verra plus loin. Troisième pilier, c'est le modèle d'exploitation, ça veut dire amplitude journalière, répondre à la demande aux pointes, une vitesse commerciale attractive, une fréquence. Et puis, les systèmes. Les systèmes, mes collègues ingénieurs systèmes me crucifieraient, mais moi je les appelle des béquilles technologiques dans le sens où, comme l'automatisme de conduite, l'alimentation en énergie, la supervision globale en temps réel des mobiles, ils savent répondre à toutes ces attentes, à la limite, quel que soit le mode de transport, à quelques limites près quand même. Mais en gros, les systèmes savent tout faire. Donc ce n'est pas ça qui sera discriminant. Et donc on pourrait aussi ajouter des critères économiques et sociaux, si je vous ai bien compris. Tout à fait. Qu'il soit bien clair, cet épisode de Métropolitique n'a pas pour objet de tourner le dos à l'innovation. Il s'agira plutôt de se poser la question, l'innovation est-elle toujours un progrès ? Commençons par un éléphant blanc qui a existé, du moins sous forme d'un prototype à l'échelle 1, et qui nourrit encore rancœur et nostalgie. Je veux évoquer ici l'aérotrain, qui était une création de l'ingénieur Bertin dans les années 60-70. Alors, rappelons qu'il s'agissait d'une automotrice mue par une turbine à gaz de type aviation, circulant sur un coussin d'air, sur un viaduc dont la piste était un T inversé. L'engin pouvait atteindre des vitesses approchant les 300 km/h, alors que cette vitesse n'avait été atteinte que par un train d'essai spécialement préparé par la SNCF pour un record du monde symbolique, et que les trains de grande ligne, les plus rapides, circulaient à 200 km/h, tel le Capitole qui circulait entre Paris et Toulouse. Donc on est vraiment dans un saut qualitatif puisqu'on passait, soi-disant, de 200 à 300 km/h. L'aérotrain, cependant, n'a pas résisté à la force de frappe institutionnelle de la SNCF, mais aussi à sa capacité d'innovation, au moyen du concept TGV qui naquit dans la même période des années 70, dans le cerveau des ingénieurs, et dont nous avons déjà parlé dans ce podcast. Mais était-ce uniquement un combat de David contre Goliath ? Dessinons rapidement les caractéristiques de l'aérotrain. Il s'agit d'une voie dédiée, non connectable avec le réseau ferroviaire, une capacité d'emport limitée, un gros appétit énergétique, plus un moteur de type aviation alimenté par du kérosène, malgré une absence de contact avec la piste. C'est-à-dire qu'on pourrait penser que puisqu'il n'y a pas de contact de roulement rail-roue, on élimine une cause de perte énergétique. Oui, il faut soulever l'engin si c'est de la sustentation sur coussin d'air. Et donc la sustentation elle-même demandait une puissance d'environ 15 kW par tonne. Alors imaginez un véhicule qui va peser 50 tonnes, je vous laisse faire le calcul, uniquement pour soulever le véhicule. Donc une propulsion bruyante qui aurait limité son arrivée dans les centres-villes,
des véhicules unidirectionnels, une cabine à une extrémité, le moteur, la turbine à l'autre bout. On ne peut pas mettre une turbine aux deux extrémités. Et à l'époque, pas de solution de signalisation. C'est-à-dire que pour assurer la sécurité entre des mobiles circulant à 300 km/h, il faut un système de détection sûr qui évite les rapprochements. Ensuite, les aiguillages étaient délicats à réaliser. Il fallait orienter l'âme centrale du T inversé pour permettre le changement de voie. Et puis si on va aller plus loin, comment pouvait-on secourir un véhicule immobilisé sur le viaduc ? Bref, le concept séduisant, beaucoup de questions techniques, pratiques liées à l'exploitation et à la sécurité qui n'ont jamais été résolues. Face à ce concept, le TGV finalement a eu peu de mal à s'imposer. On partait d'une infrastructure compatible avec les trains conventionnels, une technologie connue, les rails sur du ballast, du parcours de centre-ville à centre-ville, ça c'est une des grandes forces du TGV, une efficacité énergétique absolument imbattable, surtout si on le calcule aux passagers kilomètres transportés. Une efficacité économique grâce à une grosse capacité d'emport qui a été encore améliorée avec l'apparition des TGV à 2 niveaux. Et puis, une vitesse suffisamment élevée pour être attractive. L'arrivée des 300 km/h a été une révolution. Aujourd'hui, c'est banalisé. Mais la vitesse, elle permet de rapprocher les villes. Paris-Lille, 1 heure. Paris-Lyon, 2 heures. Paris-Bordeaux, 2 heures. On ne parle plus de la vitesse, on parle du temps. Et puis, le TGV fonctionne grâce à des systèmes de signalisation fiables qui permettent une forte densité de trafic. C'est-à-dire, pour aller vite et rapprocher les trains à 5 minutes les uns des autres quand on roule à 300 km/h, vu les distances d'arrêt, on a intérêt à avoir une signalisation qui fonctionne. Donc pour toutes ces raisons, exit l'aérotrain. Avez-vous un éléphant blanc du côté des transports urbains ? Alors c'est là probablement qu'on a le plus d'exemples et la suite, vous allez vous régaler. Donc avec un souci de transition consommée, je vais parler des monorails. Monorail qui est un succédané du mode métro, donc c'est quelque chose qui roule sur des roues pneumatiques en général. Alors, comme leur nom l'indique, il n'y a plus 2 fils de rails en acier parallèles, mais un rail unique qui est en réalité, à l'instar de l'aérotrain de Bertin, caractérisé par un mobile qui roule à califourchon sur un T inversé et est propulsé par des roues sur pneumatiques à la manière d'un métro sur pneus. Donc, ces systèmes qu'on appelle des monorails existent et procurent les services qu'on attend d'eux, c'est-à-dire une certaine capacité absolument pas négligeable en termes de PPHPD. Vous connaissez ce terme maintenant, personne par heure et par direction. Mais dans ce cas, pourquoi les classer dans la rubrique des éléphants blancs ? Alors voilà, donc répondre à cette question, ça demande de prendre un peu de recul par rapport au développement des transports urbains. Et intéressons-nous en particulier aux piliers infrastructure, les 4 piliers de la définition modale. L'infrastructure d'un monorail va être dédiée, elle ne se connectera pas aux systèmes conventionnels s'ils existent déjà dans la ville, ou au futur système si plus tard on veut se payer un métro classique, eh bien il sera totalement indépendant de ce monorail. Et donc cela exclut toute mutualisation des flottes et des moyens de maintenance. C'est-à-dire que les ateliers ne pourront pas être communs à la ligne de monorail et à une ligne de métro ou de tramway existante. En plus, les aiguillages sont compliqués. Il faut articuler l'âme centrale de la poutre en forme de T inversé sur plusieurs dizaines de mètres. En conséquence, on aura tendance à en limiter le nombre, alors que l'exploitant aimerait avoir le plus d'aiguillages possible pour faire face aux situations dégradées, aux services partiels, etc. Donc en fait, le mode et l'infrastructure qui est liée à ce mode sont pensés indépendamment des exigences de l'exploitation. On peut même dire au détriment de l'exploitation. Une erreur d'approche conceptuelle à mon sens. De plus, cette solution est proposée par 3 fabricants, en cherchant bien, on n'en a pas trouvé plus que 3, dont les principes sont incompatibles. En d'autres termes, acquérir un monorail aujourd'hui, c'est se marier avec un fournisseur unique, qui pratiquera les prix qui lui conviennent quand il faudra compléter la flotte ou faire une deuxième ligne, etc. Il faudra aussi prier pour que ce fabricant existe encore dans 20 ans, alors qu'il y aura toujours des fournisseurs pour les métros à roulement fer sur des voies ferrées conventionnelles. Malgré ces contraintes, est-ce que des villes ont opté pour des monorails ? Et oui, on en trouve qui se sont laissés séduire. Alors j'en connais un à Dubaï qui brille par son absence de clientèle. Là, c'est pas la technologie qui a fait défaut, c'est le défaut d'intégration au réseau de métro existant. Mais enfin bon, un monorail à Dubaï. Et puis un autre que j'ai emprunté à Panama. La ville de Panama disposait de 2 belles lignes de métro conventionnelles avec les dernières technologies qui marchent superbement. Et puis, les Japonais, avec leur force de conviction, en apportant tout simplement le financement, ont convaincu les autorités locales de construire la 3e ligne de métro de la ville de Panama
sur le mode monorail. Et donc, cette troisième ligne est totalement indépendante, non connectable, spécifique. Et alors, je ne peux pas nier qu'elle fonctionne, mais en termes de mutualisation, d'optimisation de la dépense publique, on peut se poser des questions. Alors, dans ce cas, nous n'avons donc pas coché les cases infrastructure et exploitation quand on réfléchit à qu'est-ce que c'est qu'un monorail, alors que le matériel roulant fonctionne quand même, j'en disconviens pas. Alors j'aurais pu questionner également l'aspect sécurité, et cela aurait été cruel. Comment évacue-t-on des passagers depuis un viaduc, souvent proposé sans trottoirs latéraux d'évacuation, car l'argument massue du monorail, c'est l'économie sur l'infrastructure qui est le poste le plus coûteux d'un système de transport. L'infrastructure, si c'est un tunnel, elle peut coûter jusqu'à 70% du coût final, si c'est en viaduc, 50, 40 à 50%. Donc, un viaduc constitué de travées en forme de T inversé coûte beaucoup moins cher qu'un viaduc à caisson ou un viaduc en U qui reçoit traditionnellement des lignes conventionnelles. Alors, ça coûte moins cher tant qu'on n'a pas à indemniser les victimes qu'on n'a pas pu évacuer suite à un accident ou à une panne. Bon, c'est un autre sujet. Les auditeurs attentifs auront donc compris que le premier épisode de Métropolitique qui était consacré à Hyperloop parlait déjà d'un éléphant blanc en fait. Bien, tout à fait. Et maintenant que nous sommes plus familiers avec l'analyse à travers le crible des 4 piliers constituant un mode de transport, il n'est plus nécessaire d'y revenir, mais Hyperloop tient vraiment une belle place au panthéon des éléphants blancs. Peut-on considérer les maglev, donc les trains par lévitation magnétique, comme des éléphants blancs ? Mais pourquoi pas par leur rareté, puisqu'un éléphant blanc, c'est un animal rare. Alors, de nouveau, je ne peux pas nier que le système fonctionne. Et je peux en témoigner pour avoir emprunté la solution Transrapide de Siemens, installée à Shanghai sur les 30 km entre la gare centrale et l'aéroport. Après un arrêt du développement de cette solution, pour en Allemagne un accident sur un prototype qui a refroidi Siemens, et puis en Chine, on ne sait pas trop pourquoi ça ne s'est pas trop développé. Mais enfin, d'autres projets sont néanmoins en cours en Asie, mais ils sont régulièrement retardés. Je ne veux pas vaticiner et dire que ça ne marchera jamais, mais j'attends. Et curieusement, sur le concept d'un maglev, il est très difficile d'obtenir des chiffres fiables relatifs au bilan énergétique d'un maglev. On dit, puisqu'il n'y a plus de frottement rail-roue, puisque c'est une sustentation magnétique, on a éliminé une grosse part de la résistance à l'avancement. Oui, mais il faut soulever l'engin, et l'engin, il a la taille d'un train. En particulier, celui de Shanghai, il présente 6 places de front. Donc, il est très large, c'est un gros véhicule, donc il est lourd. Et donc, quelle est l'énergie nécessaire pour soulever un train de type maglev? Eh bien, on n'a pas de chiffre là-dessus. Alors, si on regarde maintenant le côté exploitation, c'est-à-dire en pensant à l'utilisateur, on peut se demander pourquoi rouler à 400 km/h pour franchir 30 km. Alors, dans le cas de Shanghai, je pense que la Chine a voulu acheter un concept, un prototype en taille réelle pour voir comment ça fonctionnait et voir si ça valait le coup de conserver le concept et de le développer ailleurs. C'est probablement ce qu'ils essayent de faire. Enfin, quant à envisager un maglev sur de longues distances, eh bien, il faudra faire le bilan des quantités énormes de cuivre à installer à la voie pour réaliser, disons, les champs magnétiques qui vont soulever le véhicule. Il faut qu'il y ait des enroulements donc de câbles de cuivre sur la totalité du parcours. Si on pense à un TGV, on n'a besoin que d'une ligne aérienne de contact, une caténaire, pour acheminer l'énergie électrique, alors que là, on est vraiment sur une autre dimension des quantités de câbles installés. En plus de cela, comme tous ces éléphants blancs, il s'agit d'un système propriétaire, c'est-à-dire inventé par une firme, qui est totalement incompatible avec les modes conventionnels. Ajoutons que sa capacité horaire, c'est-à-dire combien de pph/pd, une fois de plus, de personnes par heure et par direction, et que sa capacité horaire aura bien du mal à équivaloir celle d'un TGV. C'est une litote. Rappelons qu'un TGV entre Paris et Lyon, on arrive à faire circuler 12 trains par heure, des trains à 2 niveaux. On arrive à des capacités de quasiment 20 000 pph/pd, c'est-à-dire celle d'un métro, mais en se déplaçant sur 400 km à 300 km/h. Ça s'appelle fonctionner. Avez-vous d'autres animaux rares dans votre bestiaire ? Ah, il y en a d'autres, absolument. Oui, alors on peut évoquer un système qui, à lui seul, illustre le concept d'éléphant blanc. Donc, je vais parler d'un système qui s'appelle Aéromovel. C'est une invention brésilienne dont certains pensent qu'elle est aussi créative que la bossa nova quand elle est apparue. Pour rester sérieux, c'est un mobile mu à la voile. Vous m'avez bien entendu, à la voile. À la voile. Oui, à la voile. Alors, je vais essayer de vous expliquer ça narrativement. Donc, le mobile circule sur un caisson de section rectangulaire, de bonne dimension. En partie supérieure du caisson,
il y a une ouverture étroite, bordée de lèvres de caoutchouc pour maintenir l'étanchéité. Et donc, cette ouverture étroite, elle est en partie centrale, supérieure du caisson, et elle laisse passer un mât qui est accroché sous le train, sous le véhicule. Au bout du mât est fixée une voile, c'est-à-dire un panneau métallique qui va faire obstacle à un flux d'air insufflé dans le corps du caisson. Et c'est donc la pression de l'air sur la voile qui est censée faire bouger le train. Voilà. Donc je vous laisse imaginer le rendement énergétique de la chose, je vous laisse supputer sur les performances dynamiques, c'est-à-dire accélération, freinage, et puis aussi du besoin d'avoir une centrale d'air comprimé, je ne sais pas s'il faut l'appeler ventilation ou d'air comprimé, à chaque interstation pour alimenter le caisson entre deux stations et surtout entre deux trains. Chaque train faisant obstacle, bien sûr, à celui qui le précède ou qui le suit. Donc, vous voyez le système. Je ne parlerai pas non plus de la réalisation des aiguillages. Vous imaginez aisément la complexité de la chose. Donc là, on a une infrastructure dédiée, un caisson creux, fendu, un système de propulsion dédié, un matériel roulant spécifique et l'impossibilité d'envoyer deux mobiles simultanément sur la même voie dans une interstation. Donc c'est absolument superbe pour un parc d'attractions, par exemple. Précisons que sous cette appellation éléphant blanc, il y a des systèmes à la fois proposés par des startups et d'autres par des agents du système industriel. Tout à fait. Les startups, ça touche plutôt les Skytrain dont on va parler, les Hyperloop, etc. Elles viennent démarcher les autorités locales, les mairies, les ministères des Transports, les autorités organisatrices des transports pour leur faire miroiter des systèmes innovants. Mais aussi, ces startups viennent se faire connaître auprès des ingénieries dans le domaine des transports, les ingénieries étant les entités qui prescrivent les solutions. Ils espèrent séduire les ingénieries pour que la description du système de transport qui conviendrait à tel ou tel endroit rentre dans l'épure de leurs solutions. Sinon, le monde industriel conventionnel ont des solutions de monorail qui sont, je l'ai déjà évoqué, des variations des systèmes de métro conventionnels sur pneus. Donc, il n'est pas étonnant que ce soit les industriels ferroviaires classiques qui aient réfléchi à des solutions alternatives. Vous avez mentionné Skytrain, de quoi s'agit-il ? Alors voilà, là, on est encore dans un bel exemple d'éléphant blanc. Il s'agit de capsules de faible capacité qui sont suspendues sous une architecture de type treillis métallique, pour faire simple, qui utilisent des principes de lévitation magnétique et de propulsion grâce à une astucieuse distribution d'aimants dit en réseau de Halbach, les curieux se renseigneront, et qui permettent de bouger le mobile. Alors comme souvent, la vitesse est brandie comme un argument massu, ainsi que l'intimité offerte par des cabines de faible capacité. Les technologies de l'information sont brandies comme présentant un rôle prépondérant pour l'utilisateur, puisque l'utilisateur va sélectionner son itinéraire à partir de son smartphone et commander la capsule en bas de chez lui, puisque c'est bien connu, toutes les rues de la ville ont été équipées de ce treillis métallique, de ce mini viaduc. On voit très bien l'image de la ville que ça détermine. Cela semble bien séduisant, mais où est donc le loup, dont l'éléphant blanc doit avoir peur ? Bien sûr. Donc le concept est basé sur une infrastructure économique, une petite structure aérienne maillée métallique, et sur, alors là, concept important, la privacy, la bulle d'intimité dont sont si friands les Américains. Alors les besoins de mobilité sont têtus. Il faut offrir de la capacité. Et c'est les fameux PPHPD, on y revient toujours. Mais qu'à cela ne tienne, puisque les cabines ont une faible capacité, 4 places, la privacy, ça se paye, eh bien, on va les faire circuler vite, voire très vite, et avec un faible intervalle. Il faut, si on veut avoir une capacité suffisante avec 4 places par véhicule, il faut en envoyer beaucoup et rapidement. Alors à ce stade, quand on est venu me présenter ce système, je n'ai jamais obtenu de réponse satisfaisante aux questions d'espacement entre les mobiles, aux questions relatives aux distances d'accélération et de décélération. On n'accélère pas au-delà de 1 mètre par seconde carré, ou alors après, il faut mettre des ceintures de sécurité. Pas de réponse non plus sur la conception des points d'arrêt qui étaient imaginés en dérivation de la voie principale. Donc, des véhicules qui vont vite, il fallait qu'ils soient capables de quitter rapidement la voie principale pour s'arrêter devant chez vous. Puis il faut repartir dans l'autre sens. Bon, voilà. On a là le paradigme de l'anti-transport en commun de masse, le transport point à point. C'est-à-dire on essaye de réinventer la voiture d'une certaine façon. Un viaduc sous forme de portique dans chaque rue, c'est évident. Un transport quasi individuel, mais une hypothèque jamais vérifiée sur le coût de l'infrastructure. Et une grandeur invérifiable, c'est celle du coût de construction rapporté
au nombre de passagers transportés par an. C'est un indicateur intéressant qui permet de juger du bien fondé de la réalisation d'un système de transport. La construction d'un métro en région parisienne revient à environ 200 millions par kilomètre, c'est spectaculaire. Et le SkyTrain, quelle que soit l'économie sur l'infrastructure, ce petit treillis, viaduc en treillis métallique ne devait pas coûter très cher, eh bien le SkyTrain n'arrivera jamais à concurrencer une ligne de métro qui est capable de transporter 300 millions de passagers par an, même si, mettons une ligne de métro de 20 km à 200 millions du kilomètre, donc la réalisation a un coût spectaculaire, mais rapporté à 300 millions de passagers transportés par an, on a là un vrai indicateur d'efficacité qu'aucun de ces éléphants blancs n'arrivera à équivaloir. Enfin, l'objet du SkyTrain n'était peut-être pas de transporter beaucoup de passagers, mais de tuer le concept d'un transport de masse traditionnel, tout comme était le noir dessein d'Hyperloop, qui était de détourner le regard des pouvoirs publics des solutions ferroviaires connues. Auriez-vous un autre exemple sous le coude ? Tant que vous voulez. Par exemple, le Skyway, un système biélorusse de cabines à faible capacité, de nouveau suspendu, mais cette fois sous un câble et sous un viaduc arachnéen et censé atteindre des vitesses de 150 km/h, bien sûr. On ne va pas développer, je ne l'ai vu que sur quelques diaporamas rudimentaires. Vous êtes maintenant rodé à l'analyse de ces inventions pour immédiatement noter qu'une fois de plus, on brandit la vitesse comme un argument massu, alors que la première problématique de la mobilité urbaine, c'est la capacité horaire et la sécurité. Encore un petit dernier ? Ah bien, alors, allons-y. Il y en a un qui s'appelle le Supraway. Alors le Supraway, on peut s'attendre à tout. Il s'agit d'un système qui ressemble au SkyTrain, donc des cabines de faible capacité, suspendues sous un viaduc minimaliste, avec des stations en dérivation, embarquant son énergie et son système d'aiguillage, avec une sustentation magnétique, mais dont la solution de motorisation ne m'a jamais été révélée. Mais bien sûr, en raison de l'intervalle et de la vitesse entre les cabines, il fallait imaginer, ça va soi-disant fonctionner avec un système de supervision et de gestion des flux différent des solutions de pilotage automatique qui vont jusqu'au sans conducteur, qui sont bien connues. Et ainsi, le système était censé offrir un intervalle entre mobiles de 2 à 3 secondes avec une vitesse commerciale de 50 à 60 km/h. Qui dit vitesse commerciale de 50 à 60 km/h dit des mobiles qui vont circuler quasiment à 100 km/h. Voilà, toutes les 2 ou 3 secondes. Donc, je vous laisse imaginer la viabilité du dispositif. Alors, ce système revendiquait d'appartenir à la catégorie des PRT, terme qu'on n'a pas encore utilisé. PRT pour Personal Rapid Transit, ce qui me donne matière à une ébauche de conclusion pour ce podcast. Selon ces concepteurs et les contempteurs des solutions traditionnelles, le transport urbain doit être personal, c'est-à-dire individuel, et tourner le dos en transport en commun. Et d'ailleurs, c'est bien connu, commun, c'est de la même famille que communiste, bien sûr. Alors, en plus, le PRT doit être rapide, en le comparant forcément aux vitesses permises par les voitures automobiles, enfin, tant qu'elles ne sont pas immobilisées dans les embouteillages. Et puis, en oubliant que 20 000 personnes par heure se déplaçant simultanément à une vitesse commerciale de 40 km/h, comme la ligne 14 à Paris, par exemple, eh bien, ça sera toujours plus efficace, socialement parlant, que 1000 personnes par heure se déplaçant à 100 km/h. Les calculs sociaux et économiques sont évidents. Donc la réponse à la question « l'innovation est-elle toujours un progrès ?» se nourrira profitablement de ces exemples, sans pour autant tourner le dos au développement de solutions efficaces qui permettront de densifier les circulations en sécurité et à un coût contenu. Cet épisode sur les éléphants blancs est désormais terminé. La prochaine fois, nous verrons la résolution des situations de panne de métro. Si vous avez aimé cet épisode et le podcast Métropolitique en général, n'hésitez pas à le partager autour de vous.